Notre zone de confort se situe plutôt dans la gestion des données et des process, donc gestion commerciale, gestion de production, gestion des stocks, WMS, traçabilité. Ok, d'accord. En fin de compte, c'est un faux clic. Et donc, en fin de compte, depuis 1994 et même avant, on a toujours eu une veille technologique assez importante, ce qui nous permet de nous positionner en tant qu'intégrateur de solutions innovantes. Comme vous pouvez voir, il y a des choses qui datent. Mais justement, à l'époque, il y avait de l'innovation. Et donc, on a suivi au fil du temps les innovations, toujours pour essayer de se positionner. Ouais, pardon. Ouais, il met le pointeur. Pardon ? Il n'est pas allumé le pointeur. Alors, dis-moi où. Donc, je vais vous parler des ERP. L'ERP, c'est Enterprise Resource Planning. Bravo. En français, normalement, ça se dit PGI, mais le mot a été un peu oublié. C'est Progiciel de gestion intégrée. En fait, ça représente tous les processus d'une entreprise, toutes les fonctionnalités qu'on peut gérer dans une entreprise. À la base, un ERP émane d'un concepteur unique. Et en fin de compte, normalement, vous n'avez qu'un seul interlocuteur. Et en fait, vous pouvez aborder, comme vous pouvez voir, différents métiers. Hop là, ce coup-ci marche. Tu peux dire, tu peux revenir, s'il te plaît ? Merci. Merci beaucoup. Donc, en fin de compte, j'y touche plus, je te dis. Donc, en fin de compte, aussi bien la partie relationnel client, la partie commerce classique, donc tous les ventes, on va un peu détailler cette partie-là. Et surtout, ça garantit l'unicité d'information. C'est-à-dire, en fin de compte, lorsque vous saisissez une donnée quelque part, le principe, c'est que les autres modules retrouvent cette donnée. Celles, évidemment, les modules sur lesquels ils sont nécessaires. Ça, c'est pour expliquer un peu le principe. Et vous avez un noyau, donc, commun au milieu. Ça va ? Ok. En parlant d'un module un peu spécifique, et la gestion de la relation client. Jusqu'à maintenant, donc appelé aussi CRM, le principe, en fin de compte, c'était tout le temps d'avoir le planning des commerciaux, pour pouvoir gérer les visites des commerciaux, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la CRM, voir un peu tout le côté de votre fiche client, tout l'historique qu'il y avait vis-à-vis du client. Maintenant, on rajoute en fait une notion qui sont les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, quand vous produisez, après on parle de vous. Et en fin de compte, soit en bien ou en mal. Donc ce qui fait que vous devez vous devez maintenant traiter en fin de compte ce genre d'informations, qui vient aussi donc que ce soit de Facebook, par rapport à votre Facebook si vous en avez, et en fin de compte tous les réseaux sociaux qui existent. Vous voyez que les jeunes ils sont de plus en plus sur ce genre d'outils. Et en fin de compte, il est vraiment important de tenir compte de ces avis-là par rapport à votre image, et même, on peut s'en servir vis-à-vis de ce que vous produisez. Donc là, on retrouve bêtement une gestion commerciale avec toutes ces phases, devis, bon de commande, achat, contrôle qualité, livraison, facturation, etc. On rajoute aujourd'hui des envois automatiques, que ce soit en PDF, pour envoyer directement maintenant les factures, etc. On peut parler de signature électronique, donc tout ça on pourrait en parler longuement. Là je vous propose aussi un planning de fabrication. Donc au départ, ça c'est une vue d'un de nos clients sur des commandes à planifier. On bascule en fin de compte là sur le planning de production vu par un autre service. Alors en fin de compte, vous avez tous les types, là c'est pour des embouts auriculaires, donc tous les types de produits, etc. Vous voyez tous les jours ce qui se passe avec les totaux à produire, etc. Et sur un autre client, là où il y a une gestion de ressources, où vous pouvez voir que le jeudi, il a un problème de ressources, il n'y a pas assez de monde pour effectuer toutes les tâches qu'il a, enfin toute la production qu'il a à faire. Donc à lui de trouver de la ressource pour justement corriger ce problème. Et là, vous pouvez voir en fin de compte en production une imprimante 3D fabriquant des décors, c'est la société Bachère Illumination sur Ath. Ils ont 2 imprimantes de ce type-là.
Donc maintenant, vous voyez, vous avez déjà des choses du futur qui existent déjà et qui produisent déjà. Je vais vous parler un petit peu du Big Data. Donc qu'est-ce que c'est le Big Data? En effet, c'est un ensemble de données tellement volumineux que les capacités humaines ne sont pas capables de les interpréter, ni les process classiques de développement. Là, j'ai un peu limité le principe, mais l'idée, c'est que vous avez le Big Data au milieu. Wow, c'est mieux qu'on rapproche. Vous avez le Big Data au milieu, et vous avez les différents réseaux sociaux. Une application qui serait intéressante, par exemple, c'est justement à travers ce Big Data des réseaux sociaux, justement de récupérer les avis de vos clients. Donc, pour pouvoir, pourquoi pas, améliorer le process de livraison. Si jamais vous avez sur un produit quelconque, en disant oui, non, ils ont jamais de stock, c'est pas le bon stock, ce que j'ai en ligne, c'est pas bon, je le commande et ça m'arrive 15 jours après. Sur ce genre de choses, vous pouvez récupérer automatiquement ces avis, les analyser, ça peut se faire aussi en automatique. Et donc, en fin de compte, les retraiter dans votre chaîne de fabrication et de production. D'en tenir compte, c'est-à-dire, en fin de compte, ça vous donne des alertes sur ce qui est produit chez vous. Je reprends le même schéma de tout à l'heure pour vous montrer, en fin de compte, une importance évidente à terme. Le RP, comme je vous ai dit, c'était un concepteur unique. Maintenant, l'idée, c'est qu'on casse un peu ça. Au milieu, en fin de compte, vous avez vos propres données, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est les données de l'entreprise. Ça, c'est vraiment un message qui est hyper important. Et à partir de là, en fait, tous les logiciels qui viennent faire des ponts pour aller mettre à jour ou récupérer, il peut y avoir de la réplication, bon, ça c'est un peu plus technique, mais en tout cas, le principe, c'est que vous ayez un seul cœur de données, le vôtre. Ce qui veut dire que lorsque vous vous dirigez, en fin de compte, pour acheter un module, pour voir, ah, ce module-là me plaît, ce logiciel-là me plaît, mais pas cette fonction. Ce qui a été dit tout à l'heure est très intéressant, justement, sur l'industrie du futur, c'est en fin de compte de... Tout le monde sait, tous les développeurs, ceux qui proposent des logiciels, doivent plutôt se restreindre et faire ce qu'ils savent faire. Et à partir de là, vous pouvez très bien dire, voilà, la production, ça va être tel logiciel, ça va être tel logiciel. Mais surtout qu'ils ne dépendent pas de vos données. Ça veut dire qu'à la limite, 3-4 ans après, parce que le monde change, et il change très très vite, vous pouvez dire, je change de logiciel, mais les données, elles sont toujours à moi. Donc la première chose à faire, en fait, quand vous achetez un logiciel, c'est de dire comment j'en sors. Est-ce que les données sont toujours à moi ou est-ce qu'elles sont propriétaires du système? Là, en ce moment, je suis en train d'étudier vis-à-vis d'une GED qui est complètement cryptée. C'est-à-dire que la personne, elle doit payer pour sortir. Et encore, les données, elles ne sont même pas lisibles comme il l'utilise dans son logiciel. EDI, donc qu'est-ce que ça veut dire? Échange de données informatisées. En fin de compte, c'est simplement une normalisation de messages entre vous et vos fournisseurs ou clients. Ça a été mis en place il y a très très longtemps déjà, mais ça marche. Lorsque vous avez affaire à de la grande distribution, vous êtes plus ou moins obligé à terme à venir à ce système. Au départ, en fin de compte, vous traitiez avec votre transporteur A, votre transporteur B, etc. Là, en fin de compte, on minimise tout ce qui est papier et type d'informations différentes. L'EDI permet ça. Elle permet de regrouper vos échanges et d'avoir une seule norme. Alors, en vrai, malgré ça, ça c'est on dit toujours la théorie et la pratique. Si vous travaillez avec Auchan et que vous travaillez avec Carrefour, il y aura des légères différences, forcément. Et pareil pour les transporteurs. Maintenant, je vais vous parler de la traçabilité. Donc surtout sur des normes d'identification. Donc là, celui-là, je pense que vous le connaissez tous, il n'y a pas de problème. Le GenCode, le code à barre, ce que vous trouvez donc dans tous les aliments et autres. Les livres. J'essaye moi. C'est bon, ça marche. Hop là, trop fort. Hop, voilà. Là, le QR code, celui-là, vous le connaissez, par exemple, pour aller sur un site internet. La plupart du temps, maintenant, il y a des affiches, en fin de compte, avec ce genre de code. Il y a beaucoup plus d'informations dans ce type de code. Nous, on l'a utilisé dans un process de fabrication. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait des gens qui allaient prendre des empreintes, justement, auriculaires
à l'extérieur et me disait, voilà, la personne, elle va saisir en fin de compte tout en informatique, elle va envoyer son fichier, de l'autre côté, elle met dans un sachet ses embouts auriculaires, il l'envoie à la société, et derrière, en fin de compte, il faut que vous arriviez à matcher le truc, etc. Un peu complexe, si le fichier se perd, etc. Nous, on a dit, attendez, vous avez de l'informatique, vous allez le saisir, vous mettez une petite imprimante derrière, vous imprimez ce genre de code, vous le collez sur le petit sachet avec donc justement l'embout, donc ce qui fait que, en fin de compte, il était identifié directement par l'étiquette. Après, à la société, ils arrivent, en fin de compte, puisque ça, de toute façon, c'était le départ de la fabrication, il faut ces embouts, à la chaîne, bim, bam, enfin voilà, bim, bam, boum, on scanne tout, et là, vous gagnez énormément de temps parce qu'il n'y a rien à attendre d'ailleurs. Et donc, merci. Et là, par exemple, lors du salon numérique de l'an dernier, on était à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, et là, c'était pour montrer, en fin de compte, on avait fait donc un QR code un peu différent, parce qu'en fin de compte, chacun peut un peu spécialiser, enfin, mettre des images ou faire des petites choses différentes pour personnaliser ses propres QR codes. On en avait fait plusieurs usages, mais là, c'était juste pour vous expliquer celui-là. Le RFID. Alors, le RFID, là, par exemple, nous, on avait fait ça pour nos 20 ans en 1994. On avait personnalisé en fin de compte, ça peut être sur des badges. Et là, ça, c'est un lecteur RFID. Donc, en fait, lorsque vous passez, c'est du sans contact. Maintenant, avec le NFC et vos cartes bancaires, vous connaissez aussi un petit peu ce que c'est. Mais là, c'est quand même un peu plus... ça porte un peu plus loin. Par exemple, dans les aéroports, vous avez des portiques qui sont en RFID. Vous avez des colonnes de vêtements. Ils passent tout dedans et tout est scanné mais à l'unité. Bon, c'est bon. La traçabilité des véhicules, bon, ben maintenant avec les moyens actuels, évidemment, il n'y a aucun problème avec les GPS de tracer en fin de compte toute votre flotte de véhicules, de savoir où elle est pour pouvoir faire des interventions beaucoup plus précises. Vous savez que vous avez un extra à faire quelque part et vous avez un véhicule qui n'est pas loin, ben vous pouvez le faire intervenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est à une précision aujourd'hui de plus ou moins 15 mètres. Sans vous le voyez, sinon, lorsque vous changez de route, il vous met un petit moment avant de dire recalcule. Ça veut dire que justement, vous êtes sorti de la précision. Et donc à ce moment-là, en effet, il recalcule pour dire « Ah, ça y est, je ne suis pas sur la bonne route », etc. On peut aller donc, en fin de compte, une des problématiques, c'est aussi la traçabilité intérieure. Nous, on travaille avec Cisco Systems depuis 2009 au niveau international. Et eux, ils ont déjà ce système en interne pour carrément trouver chez eux où est la personne. Et ça joue à entre 2 à 10 cm. Donc ça, c'est des bornes Wi-Fi spéciales qui ont un petit module en plus et qui permettent ce genre de choses. Une autre technologie nouvelle qui est utilisable, c'est voilà, c'est ça, les beacons. Les beacons, ça sert en fait, en intérieur surtout, en fait, là où le GPS ne peut pas passer, justement. Parce que là, s'il n'y a pas de GPS et vous voulez vous localiser, soit vous mettez du Wi-Fi, mais en milieu hostile, c'est assez compliqué. Je sais pas. Nous, on avait fait sur les Big Up for Startup un appel à projet sur ERDF et on leur avait expliqué justement, voilà, chaque petit point vert est un point beacon, donc est une petite unité comme ça. Donc ça vous repositionne en fait vers le chemin que vous voulez aller, puisque dès que vous sortez, ça, vous êtes identifié à chaque coup par des beacons différents. Et c'est pas cher, ça a une autonomie de 5 ans, puisque c'est des piles. Donc en fin de compte, au niveau de la maintenance, c'est assez sympa. Oui, merci. Okay. Donc là, des fois, il faut être un peu parano, les nouvelles vont vite, en effet. Vous êtes ici. On est tracé. Ouais. Le futur proche, voilà. Donc là, c'est la réalité augmentée, nous on travaille beaucoup dessus. Donc là, voilà, pour moi, un exemple typique de réalité augmentée intéressante, où le préparateur, avec des lunettes, ça il faut attendre encore un peu, parce qu'au niveau de la précision, moi j'utiliserai les lunettes que lorsqu'on n'aura pas besoin vis-à-vis d'autres lunettes, c'est-à-dire qu'en fin de compte que les lunettes fassent elles-mêmes la correction de l'œil, c'est-à-dire que j'ai plus besoin qu'une seule paire de lunettes. Et vous voyez ce que ça peut faire déjà, c'est-à-dire d'aller vous montrer où est-ce qu'il faut aller chercher le colis, de le scanner directement. Et le dernier, quand j'ai été au CES... ah non, c'est l'avant-dernier, excusez-moi, j'en oublie un. Donc ça, c'est chez nous.
Chez Logigramme, on avait donc en fin de compte, on a ça c'est notre panneau électrique et donc on a rajouté de la réalité augmentée dessus et on a fait comment dire, comme s'il y avait une panne. Et lorsqu'il y a une panne, en fin de compte, un document nous arrive, on peut regarder le document, etc. et faire une intervention. Donc ça, on a déjà, nous, œuvré sur ce genre de problématique. Donc là, on remet le fusible. Et donc, il nous dit, voilà, fusible réparé, réactiver le courant. Voilà. Genre exemple de réalité augmentée. Et en dernier, donc, comme je disais, un principe de robotique. J'ai eu la chance d'aller au CES de Las Vegas en 2015. Il y en a un des trois qui a un robot. J'irai même une robot pour vous aider. Voilà. Les autres, c'est du fake. Une personne, quand même. Donc, c'est pour montrer un peu déjà ce qu'on arrive à faire déjà il y a 2 ans. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Donc bonjour à tous, merci d'être présents ici aujourd'hui avec nous. Donc moi je vais plutôt vous parler sur le point de la digitalisation des entreprises et la dématérialisation donc du système documentaire. Donc je représente la société Usitab qui est aujourd'hui donc spécialisée dans la digitalisation des chaînes de production dans l'intérêt d'optimiser les performances de ces dernières. Nous sommes une jeune start-up. On a été créé en 2014. On a à peu près une dizaine d'années de développement derrière nous pour vous proposer les outils que nous avons aujourd'hui. Donc un premier constat qu'il est important de faire vis-à-vis de la situation des entreprises actuellement, c'est que bon, toute entreprise est composée de différents services, qualité, RH, maintenance, et bien évidemment au cœur de ces services nous retrouvons la production. La production aujourd'hui, pour répondre à des exigences qualité, doit répondre à différentes normes, qui vont être des normes ISO, des normes IFS BRC pour les exigences clients. Et bien évidemment, va devoir adopter les méthodes du lean management de manière à optimiser ses performances au quotidien pour répondre de manière qualitative à toutes ces exigences. Le constat que nous avons pu faire, nous, aujourd'hui, en allant sur le terrain, ce sont des remontées issues des hommes et des femmes de terrain, des opérateurs qui pilotent vos lignes, c'est qu'aujourd'hui, ils ressentent en fait un manque pas de cohérence, mais un manque d'intérêt dans leur travail. Il y a une perte de sens vis-à-vis de leur travail. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des difficultés à communiquer avec leurs supérieurs, à capter de l'information, la bonne information surtout au bon moment. Par exemple, nous avons des opérateurs qui nous disent souvent je vais faire une demande de maintenance, je n'ai pas forcément le retour qui redescend. Donc c'est quand même un problème important pour ces hommes et ces femmes de terrain aujourd'hui. Et de plus, des éléments qui leur manquent pour mieux piloter leur ligne au quotidien, ça va être de suivre les paramètres critiques de leur ligne continuellement et tout ceci en temps réel. Alors aujourd'hui, pour vous représenter un peu, je pense, le quotidien des entreprises, l'ensemble des documents du système documentaire dont ont besoin l'ensemble de vos hommes et vos femmes de terrain sont souvent enregistrés, archivés dans des classeurs, dans différents documents qui sont présents dans des bureaux qui ne sont pas forcément consultés ou faciles à consulter à l'instant T par vos opérateurs. Ou alors ils vont être aussi positionnés près des lignes sur des pupitres ou envahir vos machines. Les opérateurs aussi, par la suite, doivent remplir des autocontrôles, donc au quotidien, pour valider et qualifier leur production. Ces documents, qui sont nombreux, vont être ensuite récupérés par l'encadrement de manière à être réenregistrés, ressaisis manuellement dans des ordinateurs pour pouvoir ensuite traiter les différentes données remontées, on va dire, du terrain. Et tout ceci demande en moyenne, on a estimé un temps minimum de 24 heures pour pouvoir répondre à ces données, apporter une réponse des fois cohérente et pertinente aux hommes sur le terrain. Donc la question qui se pose, comment le numérique peut nous aider aujourd'hui, vous aider à vous dans votre quotidien, aider vos hommes et vos femmes de terrain, tout simplement en leur donnant accès à la bonne information au bon moment lorsqu'ils en ont réellement besoin, de manière à pouvoir mener des actions correctives ou partager une information pertinente et cruciale dans le quotidien de leur travail.
L'approche que nous avons relevée, qui est réelle aujourd'hui au sein des entreprises, c'est que tout d'abord, de manière à faciliter et à mieux gérer sa production, on va souvent faire appel à différents logiciels axés sur la technologie de l'information et de la communication. Donc, comme l'a expliqué M. Thierry-Ménian tout à l'heure, donc on va installer des ERP, on va utiliser des logiciels axés sur la gestion documentaire, et en parallèle à tout ça, on va bien évidemment faire appel à des cabinets de consultants qui vont accompagner les entreprises dans l'amélioration continue des performances de celles-ci. Nous, ce que nous vous conseillons aujourd'hui grâce au numérique, c'est d'utiliser les différents outils qui sont à votre disposition de manière à pouvoir allier facilement toutes les informations et les données issues de vos logiciels de supervision, tout en impliquant de manière simple et facile et transparente les méthodes d'amélioration continue sur le terrain. La mobilité, bien évidemment, c'est un point fort du numérique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez de nombreux documents qui sont présents, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des pupitres, dans des bureaux. Pour les entreprises qui sont un peu plus en avance, qui auront opté souvent pour des ordinateurs, mais ces ordinateurs restent quand même branchés par des câbles, on ne peut pas les déplacer où on le souhaite. Nous vous conseillons bien évidemment d'utiliser des tablettes numériques avec les applications qui y sont rattachées de manière à apporter de la mobilité. La mobilité, pourquoi? Parce que ça va permettre à vos opérateurs d'avoir la bonne information au bon moment, n'importe où il va se situer sur sa ligne de production. Par rapport à ces tablettes, on va y connecter différents objets qui vont capter de l'information liée à vos lignes de production de manière à ce qu'ils puissent piloter facilement toute sa ligne. Ce qui va permettre aussi, comme on en a entendu parler tout à l'heure, de pouvoir travailler aussi sur de la maintenance préventive assez rapidement, parce qu'avec les objets connectés, on va récupérer des données bien spécifiques qui vont informer votre opérateur lorsqu'il va y avoir une dérive vis-à-vis de sa production ou qui va lui permettre d'anticiper divers arrêts. Donc dans le numérique, il y a bien évidemment des logiciels, ces applications ne tournent pas toutes seules. Donc vous allez trouver principalement 2 types de logiciels aujourd'hui sur le marché. Il y en a d'autres, mais bon, pour les plus communs et les plus généraux. Nous avons tout d'abord des logiciels qui vont vous permettre de dématérialiser l'ensemble de vos systèmes documentaires. C'est-à-dire que dans ce logiciel-là, vous allez rentrer non seulement tout ce qui concerne vos modes opératoires, tout ce qui concerne vos procédures, vous allez pouvoir travailler sur du management visuel. Les opérateurs eux-mêmes vont pouvoir réaliser leurs autocontrôles et créer eux-mêmes les standards. Donc ça va vous permettre vraiment de prendre l'information et l'expérience de vos hommes de terrain pour faire monter en compétence l'ensemble de vos équipes au quotidien. Deuxième application qui, elle, est plutôt basée sur le suivi et l'analyse statistique des données. En général, elles sont paramétrées par rapport au Lean Six Sigma, qui va vous permettre donc d'augmenter votre capacité et d'augmenter votre rentabilité au quotidien. L'avantage de ces outils et du fait qu'ils font partie du numérique, vous allez pouvoir avoir toutes ces informations en temps réel. L'environnement du numérique qui est assez favorable, c'est qu'un environnement qui est agile. Nous, pour notre part, aujourd'hui, par exemple, nous fournissons des applications sur tablette numérique. Ces applications sont connectées en temps réel grâce au réseau Wi-Fi et au réseau 4G. À celles-ci, on va pouvoir venir coupler des IoT, des objets connectés, qui vont être connectés à quoi? Simplement à vos automates, à vos machines, pour récupérer l'information pertinente et les paramètres critiques de vos lignes, de manière à informer l'opérateur pour qu'il puisse mener des actions préventives. L'ensemble de ces données ne s'arrête pas là. Elles vont pouvoir être réintégrées au travers des différents ERP ou différents logiciels et bases de données qui composent votre entreprise pour qu'à son tour, l'encadrement puisse en prendre connaissance rapidement et mener des actions à intervalles courts. Nous proposons aussi bien évidemment des services. Donc ces données vont être analysées, vont être directement mises en forme en fonction de vos besoins, en fonction de l'information que vous recherchez, de manière à pouvoir sécuriser votre production. Et tout ceci est bien évidemment installé à travers le cloud. Donc le numérique ne vous impose pas à aujourd'hui d'installer des serveurs supplémentaires, de faire des grosses installations où on va tirer des câbles avec des ordinateurs, rester sur des positions assez fixes, mais grâce au cloud, vous allez pouvoir faire ça simplement en quelques minutes. La bonne réponse donc à tout ça, c'est que vous allez partir d'une organisation qui contrôle et qui saisit, tout simplement à une organisation qui analyse et qui assure. Donc on va supprimer de nombreuses étapes de ressaisie qui quand même occupent 25% du temps de certains de vos opérateurs, de certains de vos salariés au sein de vos entreprises. Ce sont des calculs qui ont été faits, qui ont été étudiés dans diverses entreprises avec lesquelles nous avons travaillé, de manière à pouvoir directement capter l'information du terrain et pouvoir l'utiliser à l'instant T pour mener des actions. Donc aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment oser digitaliser votre usine et le faire comment?
Comment, tout d'abord, en réalisant des diagnostics, il est important de faire un état des lieux de votre entreprise pour qu'on vous apporte les meilleures solutions et qu'on vous accompagne réellement dans ce projet. Ce qui est souvent recommandé, c'est de pouvoir faire un test. Donc, on va prendre l'application. Vous pouvez réaliser des locations de ces outils pendant 3-4 mois, de manière à tester ça sur une de vos lignes ou un service dans votre usine, de manière à pouvoir valider son retour sur investissement et après déployer à la totalité de votre entreprise ou à la totalité des sites qui peuvent composer vos groupes. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez gagner du temps, et qui dit gagner du temps, gagner de l'argent, forcément. Vous allez pouvoir remotiver vos équipes dans leur travail au quotidien. Ils vont pouvoir être très autonomes par rapport à leurs actions, par rapport à leur formation aussi, parce qu'on va favoriser l'auto-formation, et vous allez capitaliser le savoir parmi vos équipes. Vous allez simplifier vos process. Pourquoi ? Parce que c'est les hommes de terrain qui vont les créer, qui vont vous aider à les mettre en place, donc ils seront très pertinents. Et bien évidemment, vous allez finir par moderniser votre usine. Donc ici, c'était juste quelques exemples, on va dire chiffrés, des gains que peut vous apporter le fait de numériser, de digitaliser votre usine. Dans les entreprises qui ont travaillé avec nous, certaines ont réalisé, on va dire, de 25 000 à 50 000 euros de gains matière sur 6 mois à 1 an, tout simplement en maîtrisant leur remplissage ou en maîtrisant leur poids. Donc c'est quand même assez important et on voit quand même que le retour est assez rapide. On a une diminution par 2 des temps de changement de format, donc ici on va gagner en productivité. Une diminution par 3 des arrêts non expliqués, c'est quelque chose que les entreprises cherchent à chasser. On n'a pas forcément la qualification de tous les arrêts que nous avons sur nos lignes. Grâce à ces outils, vous allez pouvoir avoir avec précision le temps des arrêts et tous les types d'arrêts que vous avez de manière à les diminuer, à les supprimer. Et pour terminer, voilà, pour vous parler de la ressaisie, c'est une activité qui est non productive, on va dire. Vous allez pouvoir économiser en moyenne 38 000 euros de main-d'œuvre juste en termes de ressaisie. Je vous remercie. Bonjour. J'espère que vous avez aussi chaud que moi. Ouais. Avant de démarrer, est-ce que je peux proposer à ceux d'entre vous qui travaillent dans l'industrie de lever une main ? Ou les deux, j'aurais l'impression qu'il y en aura plus, mais parce que si je pars pour parler d'industrie tout le long et qu'il n'y a personne qui est concerné, c'est un peu dommage. 3 personnes ? 4 ? 5 ? Ok. Je vais tenter. Ok. Je vais vous parler de numérique, d'usine du futur, d'entreprise du futur. Alors, tout à l'heure, mes prédécesseurs ont parlé de plein de technos, des gros mots, d'IoT, de big data, d'impression 3D, etc. Moi, je pense que c'est pas important de comprendre la techno. Chacune de ces technos finement, ça n'a pas vraiment de sens, ça ne crée pas vraiment de valeur. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ces technologies, il y a quelques chiffres à l'écran, elles vont vous permettre de faire 2 choses. Et il y a 2 choix à faire. Soit j'analyse mon cycle de création de valeur. Comment est-ce que je travaille aujourd'hui ? J'ai une idée, j'essaye de la mettre en forme, je la conçois, je fais des plans de détail, ou je fais un business plan autour de ça, je fabrique mes produits, je les vends, je les maintiens. Si je mets en place une technologie, on parle de fabrication additive, si je fais juste la mise en place d'un robot dans mon atelier, si je mets simplement un outil de CAO 3D dans mon bureau d'études, je ne vais gagner du temps, je vais créer de la valeur supplémentaire sur une de ces étapes que de façon marginale. Ok, super, au bureau d'études, on va 1,5 fois plus vite qu'avant. Avec un robot ou un robot collaboratif, je gagne 20% de productivité en plus. Génial. C'est bien parce que ça me permet d'économiser de l'argent ou de baisser mes coûts sur un segment de jeu, mais quand on parle de transformation numérique, du nouveau monde et d'éviter une ubérisation, encore un gros mot, de mon entreprise, ça me fait une belle jambe. Parce que Uber, il ne s'est pas demandé comment aller plus vite en voiture d'un point A à un point B. Il vous a offert la possibilité, dans n'importe quelle grande ville, de commander une voiture propre en 5 minutes avec un prix défiant toute concurrence. Il ne s'est pas posé la question de comment je vais plus vite d'un point A à un point B dans la ville. Donc,
quand on parle d'usine du futur ou d'entreprise du futur, la réflexion, elle est d'abord sur la création de valeur que vous avez au centre de votre entreprise, sur quel est votre business model et comment je vais challenger mon business model actuel, ou si je suis porteur de projet et que demain je veux fonder mon entreprise, quel business model je veux avoir et comment toutes ces technologies-là vont me permettre de créer une société ou de devenir une société où effectivement il y a de la dématérialisation de documents. Aujourd'hui, tous les documents, on est d'accord, il y a encore du document papier, hein, effectivement, dans certains lieux, dans le nucléaire, il faut, pour la peine, c'est le jumeau papier d'un document qui au départ est créé, conçu de façon numérique. Pour autant, c'est quelle valeur j'en dégage et quelle circulation je propose à ces documents au sein de mon entreprise. De la même façon, du mobile pour du mobile, ça n'a pas de sens. Du mobile pour permettre à un opérateur d'être plus performant en clientèle, là je crée de la valeur. Au niveau des réseaux sociaux, j'aurais tendance à dire, enfin moi je suis homme de marketing et de commerce, faire du Facebook, du LinkedIn, du Twitter pour histoire de dire ouais je suis sur les réseaux sociaux, ça n'a pas de sens. Dans 80% des cas, ce sera de la perte de temps. C'est en fonction de vos interlocuteurs, en fonction de votre marché, en fonction du nombre de clients avec lesquels vous travaillez, que le fait d'utiliser les réseaux sociaux ont du sens. La plus grande partie des industriels en France et nos confrères de l'AIF, l'Alliance pour l'industrie du futur, en parlait tout à l'heure, la plupart des industriels en France, ils travaillent avec 5 entreprises pour faire 80% de leur chiffre d'affaires. Alors c'est bien de se diversifier, c'est bien d'aller chercher des nouveaux clients, mais honnêtement, quand on a 5 clients qui font 80% du chiffre d'affaires, ça sert à rien de perdre des heures sur Twitter, LinkedIn ou Facebook, hein. Ces 5 clients, en général, on les connaît. Alors, autant l'informatique, c'est-à-dire l'optimisation de tâches connues pour aller plus vite, ce qu'on peut faire entre autres avec la GPAO, le RP, peu importe le nom qu'on donne. Là, c'est des opérations de gestion. Par contre, la transformation numérique, ce qu'on a constaté, parce que c'est notre métier d'aider les entreprises à challenger justement leur business model, elles sont 3. C'est l'homme, l'humain, dans tout ça, qu'est-ce qui devient ? Parce que si l'opérateur ou si le commercial, il a plus trop de boulot, puisque c'est un site de e-commerce qui prend les commandes tout seul, il n'y a plus besoin de saisir la commande, il n'y a plus besoin de faire un devis, voilà, le site web va le faire pour moi. Donc l'humain dans tout ça, l'humain il va permettre d'enrichir la relation avec le client justement, parce que de plus en plus on désincarne la relation, on dit voilà, je vais sur le site web, mais le conseil dans tout ça, l'accompagnement à l'usage est pas forcément au rendez-vous. Donc le numérique, et c'est ce que nous disent tout à l'heure, vous aviez Eric Vergne, le patron d'Alcom, qui est un de nos ambassadeurs à l'écran, nous dit ces transferts d'une fonction, d'un métier vers un autre, il doit aussi me servir à mieux parler et à mieux comprendre mes clients. L'autre impact fort dans le numérique, parce que on parle d'usine du futur et du numérique comme destructeur d'emplois et on pense aux gens qui sont sur la chaîne ou aux employés, etc. Mais en fait, la révolution et la transformation numérique, c'est pas ces postes-là qui sont en danger, c'est presque plutôt le mien ou ceux des commerciaux. En tout cas, c'est tout le management intermédiaire. Parce que quand on a un CRM, quand on a un outil de gestion de production qui me remonte mon temps disponible, mes pannes machines en direct, j'ai plus besoin du chef de service ou du chef d'atelier qui vient pointer auprès de tous les opérateurs combien de pannes, t'as produit combien de tartes aujourd'hui, t'as rentré combien de commandes. Le PDG, il a toutes ces informations dans sa poche le dimanche soir. Il n'a pas besoin de faire une réunion de 4 heures qui lui explique ce qu'il sait déjà. Donc un gros impact, c'est je ne veux pas dire une destruction, mais en tout cas la nécessité pour les entreprises, qu'elles soient industrielles, comptables, retail, peu importe, de repenser leur mode de management et leur pyramide hiérarchique très traditionnelle. Je pense que le schéma de gauche, tout le monde le connaît, tout le monde le reconnaît, avec un rôle du management intermédiaire qui est du contrôle et du reporting,
Et puis à la fabrication, on y va en tape. La transformation numérique, ce que ça apporte, et là c'est aux dirigeants de donner ce droit à l'erreur, c'est justement d'introduire du droit à l'erreur, et le management intermédiaire, il a un gros rôle à jouer là-dedans, qui est d'accompagner cette transformation, donc cette nouvelle création de valeur, d'apporter une expertise, parce que alors là, je parle encore une fois de notre expérience, c'est qu'on s'aperçoit que la plupart des chefs de service, des responsables bureaux d'études, des chefs de vente dans les PME, ETI en France, industriels mais pas que, en général, c'était le meilleur vendeur qui devient directeur commercial, le meilleur opérateur, en tout cas celui qui était là depuis très longtemps, qui est devenu chef d'atelier. Et le numérique, c'est une opportunité pour eux de remettre en avant leur expertise et de passer le relais et d'accompagner des opérateurs qui, eux, vont pouvoir se tourner un petit peu plus vers la satisfaction client en passant d'un poste de production vers un poste de maintenance, de mise en place et d'accompagnement client sur le terrain. Le troisième point important, enfin en tout cas tel qu'il a été exprimé par certains industriels avec qui on bosse un peu loin des centres urbains, c'est que le numérique, c'est une superbe opportunité comme point d'ancrage ou point de recrutement des jeunes générations. Parce que l'industrie, il y a un truc sexy qui s'appelle l'Alliance pour l'industrie du futur, ça fait un peu de mousse depuis 2 ans, c'est sympa, c'est bien, j'espère que le soufflet va pas retomber. Par contre, le fait de mettre dans les mains de jeunes ingés, de jeunes marketeurs, marketeuses, des projets, non pas de mise en place d'un outil numérique, parce que là, bon, ok, il y a des informaticiens, ils le font, il y a des boîtes de prestations qui vous plient ça en 1 semaine, c'est génial, mais comment demain je fais un business différent, comment je noue des partenariats pour devenir distributeur de tels produits que je ne suis pas capable de concevoir, comment mes produits je vais les vendre sur internet à l'étranger, ça c'est une réflexion globale que peuvent mener, je m'étais donné 10 minutes, je vais déborder, désolé, qui sont des bons moyens pour ancrer les jeunes recrues, parce que malheureusement les gens qui, comme moi, sont depuis 20 ans dans une boîte, on n'est pas forcément les mieux placés pour penser et imaginer la société de demain. On est là pour transmettre une expertise, on est là pour transmettre une connaissance marché, mais il faut bosser aussi avec les jeunes qui sortent de l'école sur ces sujets. Voilà. En 2 mots, nous, notre métier, c'est de mettre en place des solutions, des logiciels de conception de chez Dassault Systèmes. Si je continue dans les gros mots, on va pouvoir parler de SolidWorks et de CATIA, d'outils de PDM, PLM, de simulation. Et aujourd'hui, voilà, on a 14 000 à peu près clients en France, mais aussi d'une suite qui s'appelle MoveApps. Si on devait parler de fonctionnalités et juste vous aider sur certains petits aspects de votre chaîne de création de valeur, on pourrait parler de GED, gestion électronique de documents, on pourrait parler d'intranet, on peut parler de BPN, Business Process Management. Nous, on va plutôt parler de plateforme, c'est-à-dire d'un outil qui va vous permettre d'agréger de l'information et de réinventer la relation que vous avez aussi bien avec vos clients que vos fournisseurs et que votre écosystème, et qui va vous permettre de mobiliser vos collaborateurs en leur faisant partager là où vous voulez aller. Alors, juste, si on a encore une petite seconde, où on passe aux questions. Vous racontez, enfin voilà, vous partagez l'expérience qu'on a avec un de nos clients qui est Noremat. Je savais pas qu'il y avait Elcom, j'aurais pu vous parler d'Elcom que vous avez vu tout à l'heure. Noremat, c'est une société qui est basée en Lorraine, c'est une belle PME française. Pour faire simple, ils font des machines à faucher l'herbe sur les bas-côtés. Dit comme ça, bon, ok, ils fabriquent des grosses tondeuses en fait. Ce que dit Christophe Bachmann, c'est qu'en fait, c'est pas du tout ça leur métier. En tout cas, c'est plus du tout ça leur métier. Leur métier, c'est de vendre du mètre carré d'espace public entretenu. C'est un peu plus sexy ou abscon, peu importe. C'est aujourd'hui ce qu'il vend à ses clients. On n'est plus du tout sur la même création de valeur. Et c'est pas qu'un discours marketing. Ça, c'est rendu possible grâce au numérique. C'est rendu possible parce que
il sait exactement combien d'heures fonctionne une machine. Il est capable, ils font ce genre de choses, hein. Ça sert aussi à déblayer la neige. Ce qu'il a mis en place, c'est d'abord un outil de conception 3D de ses produits. Ben ouais, parce que pour expliquer à un client comment fonctionne une grosse faucheuse, en 3D, quand ça bouge, quand je suis capable d'identifier la pièce qui est cassée, c'est plus facile. J'ai mis en place, si j'ai un petit pointeur, voilà, un outil de gestion des versions. Parce que si un client, je lui dis qu'il faut remplacer telle pièce alors que c'est celle que j'ai vendue à son voisin, c'est pas très pratique. Je vais mettre en place un site institutionnel sur lequel, effectivement, les collectivités vont pouvoir comprendre qui je suis, moi en tant qu'industriel, mais c'est pas ça le plus intéressant. En tout cas, c'est pas ce qui va intéresser vraiment son client. Ce qui va l'intéresser, c'est comment je suis capable d'acheter les pièces détachées vite et sans me tromper. Autant vous, moi, dans notre vie de tous les jours, on va sur un site e-commerce, on choisit une chaîne IFI, une chemise, peu importe. C'est pas très grave si on se trompe d'une taille, on la renvoie, on n'en parle plus. Quand on est au service maintenance et qu'on a 3 machines qui sont en carafe, et qu'on a plein de références de pièces, le mieux c'est de ne pas se tromper. Donc ce qu'ils ont mis en place, c'est effectivement un site e-commerce où le responsable maintenance est capable de voir la pièce en 3D, de la faire tourner, il voit que c'est la bonne pièce, il valide, il connaît la quantité en stock, ses remises sont appliquées en automatique et il la commande et il sait quand est-ce qu'il va la recevoir. Donc il est capable de dire, ce tracteur équipé d'une faucheuse, dans 2 jours, il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Donc voilà, le projet n'était pas simplement de mettre en place du numérique pour mettre du numérique, mais bien de dire comment est-ce que j'améliore mon service client, comment je réduis les périodes d'inactivité des équipements chez mes clients et comment j'augmente le chiffre d'affaires des pièces détachées. Et partant de là, donc d'une réflexion qui est vraiment business model d'affaires, comment je crée de la valeur au sein de mon entreprise à partir des expertises hommes et des expertises techniques. Voilà, quelle brique du numérique j'utilise pour avancer. Bon, je vais passer vite là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Et il faut finir. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Merci à tous. Donc Visiative, Usitab et puis Logigram, donc 2 boîtes Usitab et Logigram qui sont sur Avignon, puis Visiative qui vient de Lyon, non? Enfin aussi sur Avignon. Ouais, vous êtes partout. Bon, voilà. Donc là, il y a un contenu très dense, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on a eu plusieurs aspects du numérique. Oui, Quentin Le Faucheux, j'ai une entreprise d'espace vert. Vous commenciez votre présentation en demandant si tout le monde était industriel dans la salle. Je dirais qu'on est tout à fait concerné. Moi, en tant que chef d'entreprise dans les espaces verts, ce que vous dites nous concerne vraiment. Donc ça ne se limite pas à l'industrie. Oui. Et je crois que beaucoup de business sont concernés par ce que vous dites et que c'est important de le rappeler, je crois. Merci en tout cas pour votre présentation. Ouais, c'est assez dense, on a abordé plusieurs sujets. Hein. On a survolé, donc pas de questions. Juste proposition, enfin j'ai ramené quelques flyers et quelques documents pour ceux d'entre vous qui en ont entendu parler ou qui étaient à Lyon le 18 janvier dernier. On est co-organisateur d'une journée qui s'appelle l'entreprise du futur, qui réunit des dirigeants d'entreprises qui réfléchissent sur l'avenir de leur boîte. Et donc la prochaine édition se tiendra à Lyon le 18 janvier prochain. Donc voilà, j'ai quelques flyers, quelques magazines de l'édition passés avec des témoignages d'industriels. Donc pour ceux que ça intéresse, on peut en discuter tout à l'heure. Merci à tous et puis rendez-vous à 16h15 donc pour des pitchs. Il y a une dizaine d'entreprises qui vont venir pitcher leurs solutions parce que là on a parlé de thématiques, on a des entreprises qui ont présenté aussi leur savoir-faire. C'était important pour nous d'avoir ce temps, donc même sur un temps très rapide, mais vous aurez après un temps pour les rencontrer, pour discuter avec eux, des entreprises du coin, plus ou moins locales, hein, qui ont des solutions par rapport à toutes les thématiques qu'on a abordées. Donc rendez-vous à 16h15, vous avez le temps de boire un coup du coup.